les bienvenus sur TV+, un troisième numéro de votre émission Le Coin du Livre, cette émission qui nous amène à la découverte d'un ouvrage littéraire, un ouvrage dans lequel on peut tirer des enseignements et dans lequel on peut évidemment découvrir les auteurs qui se cachent généralement derrière ces ouvrages. Et aujourd'hui, nous avons un auteur, un écrivain, un autodidacte américain du temps de l'esclavage. Il s'agit bien sûr de Frederick Douglass, qui était devenu un homme politique après avoir subi, bien entendu, l'esclavage, parce que né sous l'esclavage. On en parle. Frederick Douglass, qui était-il? En réalité, il est né Frederick Augustus Washington Bailey. Il est né vers 1818 et décédé le 20 février 1895 à Washington, D.C., la capitale politique des États-Unis. Il était un homme politique et écrivain américain né esclave. Il sera l'un des plus célèbres abolitionnistes américains du 19e siècle. La naissance, c'était bien entendu en février 1818 dans le comté de Talbot, c'est dans le Maryland, un État des États-Unis et d'Amérique. En décédant le 20 février 1995, ses parents l'ont précédé dans l'au-delà, ses parents, notamment sa mère, Harriet Bailey. Et il y a effectivement que Frederick Douglass ne savait pas exactement qui était son père. Il a eu une enfance bien difficile dans le comté de Talbot, dans le Maryland, à une date qu'il a ignorée, précisément sa date de naissance, qu'il a estimée autour de 1818, puisqu'à cette période-là, les esclaves n'avaient pas de droit du tout et ne pouvaient pas s'imaginer quelle était leur date de naissance. On note bien que cela a été bien complexe et bien compliqué pour la vie de ces derniers. Il est séparé de sa mère, Harriet Bailey, de sa tendre enfance, alors qu'il n'est que nourrisson. Par exemple, il a 7 ans lorsque cette dernière meurt. Il ne l'a alors vu que 4 ou 5 fois dans la vie. Et l'identité, comme je le précisais il y a quelque temps, l'identité de son père, pour elle, reste obscure. Et Douglass soupçonnait d'ailleurs que son père était blanc du fait de la couleur de sa peau. Précisons que Frederick Douglass était, comme on dit communément, un métis. Et il a pensé que son maître aurait pu avoir des relations avec sa mère. De cette relation, il est né, mais il affirma plus tard ne rien savoir de l'identité de ce dernier. Tout de même, il a eu 2 sœurs et un frère, mais de son propre aveu, la disparition prématurée de sa mère avait presque effacé de leur mémoire la réalité de leur parenté. Il passe ses premières années alors avec sa grand-mère en périphérie de la plantation dans laquelle il travaillait, la plantation principale. À 6 ans, il est déplacé dans la plantation de White House et à proximité de la demeure de son propriétaire que l'on dénommait le colonel Edward Lloyd, l'un des hommes les plus riches de l'État du Maryland, qui possédait, selon les estimations de Frederick Douglass, près de 1000 esclaves, et il découvre justement à cette occasion la vie dans une plantation très aisée dans le sud-est des États-Unis, et en particulier la violence entre les rapports entre les Blancs et les esclaves, et il est particulièrement marqué, rappelons-le, par la première séance de châtiment corporel dont il est témoin, notamment sa tante, qui est longuement fouettée, suspendue par les bras, par le régisseur principal, le capitaine Anthony, pour avoir été aperçu avec un homme dont il lui avait interdit la fréquentation. Pourquoi la vie de Frederick Douglass est si compliquée? Pourquoi est-elle si importante au point d'avoir fait ce roman? Précisons tout de même que ce roman est un roman autobiographique. Frederick Douglass, vous allez le comprendre dans un petit instant, n'a jamais été à l'école. Il a appris tout de lui-même, un autodidacte qui a appris à lire, et vous allez comprendre dans quelles conditions cet enfant a réussi à lire et dont cette lecture
lui a permis d'être celui qu'il a été, un fervent combattant pour la libération des Noirs aux États-Unis d'Amérique du temps de l'esclavage. À tout de suite. Une vie bien difficile dans une plantation où, justement, la seule activité était le travail dès les premières lueurs du jour jusqu'à la tombée de la nuit. Une ration, presque ration de pitance, et une condition extrêmement difficile. Rappelons que c'est vers l'âge de 12 ans qu'il est envoyé servir le frère du gendre de son propriétaire, un dénommé Hughes Old, à Baltimore, et Douglas analyse ce déplacement comme l'un des événements biographiques majeurs de sa vie. Sans lui, il n'aurait sans doute jamais pu apprendre à lire et à espérer un jour s'émanciper. À retenir simplement que l'émancipation de Frédéric Douglass est venue du fait de l'apprentissage à la lecture. Et dès son arrivée, la femme de cette dernière a enfreint en effet la loi en lui apprenant les rudiments de la lecture. Elle en sera d'ailleurs sévèrement réprimandée par son mari qui considérait que l'apprentissage de la lecture à un esclave le portait immanquablement à ne plus se satisfaire de sa condition d'esclavage et donc de sa condition de soumission. Douglas perçoit en entendant son maître tout le profit qu'il pourrait tirer de l'apprentissage de la lecture. À partir de cet événement, il mettra donc tout en œuvre pour parvenir à compléter son apprentissage qu'il avait commencé dès sa tendre enfance de par la curiosité qui était la sienne du fait d'avoir été témoin d'un certain nombre d'actes et de faits dans les plantations. Il négociera contre du pain les leçons auprès des jeunes enfants blancs qui évidemment des jeunes enfants blancs pauvres mais instruits du voisinage et observait dès qu'il peut échapper à la surveillance de sa maîtresse qui s'est rangée avec zèle aux arguments de son mari et les écrits qu'il trouve dans la maison de ses maîtres. La lecture des journaux et d'ouvrages politiques permet donc au jeune Douglas d'accéder aux représentations de sa domination et de structurer son discours d'opposition à l'institution esclavagiste. Il souligne notamment le rôle de Columbian Orator, un recueil de discours éloquents utilisé pour l'enseignement de la rhétorique dans la clarification de sa conception de la liberté et des droits de l'homme. Il y trouve notamment un dialogue entre un maître et son esclave, dans lequel ce dernier démonte méthodiquement tous les arguments des esclavagistes et l'ouvrage qui a d'ailleurs poussé à son émancipation. On note que c'est à travers la lecture qu'il obtiendra évidemment la liberté de ses mouvements, puisque c'est en 1836 qu'il tente une première fois de s'échapper de la plantation de William Freeland, mais repris, il passera une semaine en prison et est renvoyé vers Baltimore où il travaille comme calfateur sur les chantiers navals de cette ville. À cette occasion, il rencontrera Anna Murray, une afro-américaine libre avec qui il se mariera d'ailleurs peu après avoir obtenu sa liberté. En effet, il réussit finalement à s'échapper le 3 septembre 1838 à bord d'un train vers Havre de Grâce dans le Maryland, muni de papiers d'identité fournis par un marin noir libre. Il traversera la rivière Susquehanna à bord d'un traversier à la hauteur du Havre-Grâce, poursuivant ensuite son chemin en train jusqu'à Wilmington dans l'État du Delaware. Il sera ensuite en vapeur jusqu'à Philadelphie, la ville des Quakers, et a atteint finalement New York. Le voyage lui prendra en tout et pour tout moins de 24 heures. Douglas ne devint toutefois officiellement libre que de longues années plus tard, et en 1846, après son rachat par deux amis britanniques à Hugh Old, à qui il appartenait toujours légalement. Vous retenez donc que c'était une vie mouvementée, une vie bien difficile pour Frédéric Douglass, qui effectivement a tout fait pour sortir de sa condition d'esclave, et son autobiographie peut évidemment décrire
toutes ces conditions et ce qui l'a poussé à se libérer et notamment tous les soutiens que ce dernier a eu pour se sortir de cette situation qui l'a maintenu en captivité comme des milliers d'autres Noirs, des centaines de millions d'autres qui, à cette époque-là, croupissait dans les plantations et vivait dans des conditions extrêmement difficiles. Que peut-on retenir de cet ouvrage de Frédéric Douglass, évidemment, qui est intitulé La vie de Frédéric Douglass, esclave américain, une vie écrite par lui-même. Cela est bien mentionné clairement sur le roman et l'image. Vous l'avez sur votre petit écran. Un bout de lecture. À tout de suite. Quelques mots justement sur ce que Frédéric Douglass a écrit dans son ouvrage, l'un de ses ouvrages, parce qu'il faut préciser que c'était un autodidacte suffisamment productif au point qu'on a longuement parlé de lui en cette période, et c'est d'ailleurs, on peut se permettre de le dire, un des meilleurs écrivains afro-américains que l'on a connu entre le 19e et le 20e siècle aux États-Unis d'Amérique. Un bout de lecture, comme je vous l'annonçais. Je suis né, dira-t-il, à Tuckahoe, près de Hillsborough, à environ 12 miles d'Easton, dans le comté de Talbot, Maryland. Je ne connais pas précisément mon âge, n'ayant jamais vu de documents authentiques qui le mentionnent. Dans leur grande majorité, les esclaves en savent aussi peu sur leur âge que les chevaux sur le leur, et c'est le vœu de la plupart des maîtres de ma connaissance, de maintenir leurs esclaves dans cette ignorance. Je ne me souviens pas d'avoir jamais rencontré un esclave qui pût dire sa date de naissance. Il est rare qu'ils en citent une plus exacte que le temps des plantations, le temps des récoltes, le temps des cerises, le printemps ou l'automne. Le manque d'informations sur ma propre naissance me fut une source de malheur dès l'enfance. Vous comprenez aisément la difficulté de l'enfance de Frédéric Douglass. Les enfants blancs pouvaient dire leur âge. Je ne comprenais pas pourquoi ce privilège m'était refusé. Je n'étais pas autorisé à poser la moindre question à mon maître sur le sujet. Il considérait d'ailleurs toute demande de cette sorte inconvenante et impertinente venant d'un esclave et la preuve d'un esprit agité. Les esclaves, justement, qui n'avaient aucun droit, ainsi traduit par Frédéric Douglass. La meilleure estimation me donne maintenant entre 27 ans et 28 ans, au moment où justement il écrivait ce roman autobiographique. J'arrive à ce chiffre parce que j'ai entendu mon maître dire au cours de l'année 1835 que j'avais environ 17 ans. Ma mère, qui se nommait Harriet Bailey, elle était la fille d'Isaac et de Betsy Bailey, tous deux gens de couleur et très foncés. Ma mère avait le teint plus sombre que ma grand-mère et mon grand-père. Mon père était blanc. Il en vient à cette conclusion du fait de la couleur de sa peau. Tout ce que j'ai entendu parler de mes parents en convenait. On murmurait aussi que mon maître était mon père. Mais de la justesse de cette opinion, j'ignore tout. Le moyen de savoir m'était confisqué. Ma mère et moi fûmes séparés quand je n'étais qu'un nourrisson avant que je sache qu'elle était réellement ma mère. C'est une coutume répandue dans la partie du Maryland, d'où je me suis enfui de séparer les enfants de leur mère en bas âge. Souvent, alors que l'enfant n'a pas atteint son 12e mois, on lui enlève sa mère, qu'on loue dans une ferme très éloignée et on le confie à une vieille femme trop âgée pour travailler au champ. Pourquoi cette séparation? Je l'ignore, dit-il ensuite, à moins qu'on ne cherche à empêcher l'affection de l'enfant pour sa mère et se développer et à émousser et à détruire l'affection naturelle de la mère pour son enfant, car tel est le résultat inévitable. Un résultat qui justement désosse l'homme de son attribut moral et intrinsèque. C'est ainsi que le décrit ici, et c'est d'ailleurs ce que l'on peut comprendre à travers ces écrits de Frédéric Douglass. Je n'ai pas vu ma mère en sachant que c'était elle, plus de 4 ou 5 fois dans ma vie. C'était toujours pour une durée très brève et de nuit. Elle était louée par un certain Monsieur Stewart qui habitait à environ 12 miles de là où je vivais. Elle faisait le chemin de nuit pour venir me voir, parcourant toute la distance à pied après avoir accompli sa journée de labeur. Elle travaillait au champ et le fouet
punit celui ou celle qui ne s'y trouve pas dès le lever du soleil, à moins d'avoir reçu une permission spéciale de son maître, permission rarement obtenue, et qui confère à celui qui l'accorde le noble titre de bon maître. Je ne me souviens pas d'avoir jamais vu ma mère à la lumière du jour. Elle était avec moi la nuit, elle s'allongeait près de moi et m'endormait, et à mon réveil, elle était déjà partie depuis longtemps. Nous avons très peu communiqué. La mort mit bientôt fin au peu que nous partagions de son vivant, et par là même de ses épreuves et à ses souffrances. Elle mourut quand j'avais 7 ans, dans l'une des fermes de mon maître, près de l'île Mills. On ne me permit point d'être présent, ni durant sa maladie, ni à sa mort, ni à son enterrement. Elle avait disparu bien avant que j'en apprenne quoi que ce soit, n'ayant jamais vraiment joui de sa présence bienfaisante, de ses soins tendres et affectifs. Je reçus la nouvelle de sa mort avec la même émotion que j'aurais probablement ressentie à la mort d'une étrangère. Vous comprenez aisément la difficulté qui a été celle de Frédéric Douglass de pouvoir se comporter en homme digne, en homme suffisamment assis moralement et intellectuellement, au point même d'avoir perdu justement des sentiments. Ainsi, nous avons compris qui était de manière ramassée Frédéric Douglass, cet homme politique et écrivain afro-américain entre le 19e et le 20e siècle, période au cours de laquelle justement l'esclavage sévissait encore dans pas mal d'États des États-Unis d'Amérique. Ainsi prend fin ce 3e numéro de votre coin du livre. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement avec un autre ouvrage. À bientôt.